plus de 30 ans. Et après de nombreuses spécificités, de nombreux problèmes techniques, il a été enfin lancé. C'était le 25 décembre 2021, le jour de Noël. Et il a fallu 6 mois pour que les premières images arrivent. Et avec l'arrivée de ces premières images, une année, elle était passée, des découvertes assez extraordinaires qui remettent d'ailleurs un petit peu en question notre vie. Donc, dans ce contexte, la Société vaudoise de sciences naturelles se devait bien sûr d'organiser une conférence sur le sujet. Ce soir, j'ai l'énorme honneur et plaisir de présenter le professeur Pascal Hoesch, qui est un spécialiste mondialement reconnu, un grand utilisateur du télescope James Webb. Pascal est originaire d'Outre-Sarine, de Rorschach, à côté du lac de Constance. Magnifique région déjà. Il a effectué ses études à l'École polytechnique fédérale de Zurich. Il a obtenu un master, il a réalisé une thèse sous la direction de la professeure Marcella Carolo, thèse qui s'appelle en anglais 13 billion years of galaxy evolution, donc 13 milliards d'années d'évolution de galaxies. Thèse qui a été d'ailleurs récompensée par un prix prestigieux de l'ETH, le ETH Medal Outstanding PhD. Suite à sa thèse, il a obtenu une autre récompense, ce qu'on appelle un fellowship, précisément un Hubble Fellowship, qui lui a permis d'aller étudier à l'université de Santa Cruz. Il a effectué un postdoc pendant 3 ans en Californie. Et puis, il a obtenu la possibilité d'étendre son postdoc avec un autre fellowship à l'université de Yale. En 2016, il a été récompensé par obtenu du Fonds national la possibilité de devenir professeur assistant à l'université de Genève, au département d'astrophysique, ce qui est plus communément admis, nommé comme l'Observatoire de Genève. Et puis, il a développé son groupe à cet endroit. Et récemment, l'année passée, il a été nommé professeur associé. Toute la carrière de Pascal est basée sur la compréhension des galaxies, de la formation et de l'évolution des galaxies. Et il s'est focalisé plus précisément sur des galaxies qu'on observe très très loin de elle, et qui sont accessibles uniquement avec des télescopes, principalement avec des télescopes dans l'espace. Il a beaucoup utilisé le télescope spatial Hubble. C'est un grand spécialiste de ce qu'on appelle le Hubble Deep Field, cette observation du champ très très profond. Il a aussi utilisé d'autres télescopes spatiaux comme le Spitzer par exemple. Je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Bon, bien sûr que après avoir utilisé Hubble et Spitzer, naturellement avec l'arrivée du James Webb Telescope, il s'est lancé dans son utilisation. Et entre autres, c'est important de mentionner qu'il est ce qu'on appelle en anglais PI, l'investigateur principal et co-investigateur de 3 programmes importants sur le James Webb, dont je crois certaines données sont déjà arrivées. Donc, merci infiniment, Pascal, pour ta présence et bien sûr, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Yves, pour cette introduction. Merci d'être ici, François. Et félicitations aussi pour les filles avant. Alors oui, ce soir, on va faire un petit voyage ensemble à travers le temps et l'espace. Milliards d'années dans le passé, on va jusqu'au bout de l'univers. Alors, je vais introduire cette télescope spatial que nous avons maintenant, je vais déjà mentionner. Et je vais vous montrer un peu la recherche que nous faisons à l'Observatoire de l'Université de Genève. Mais commençons un peu plus proche. Ça, c'est une photo magnifique à Zermatt, non? C'est le Zermatt que vous voyez là, le Dornerpad. Et là, cette photo a été prise dans une nuit très claire. Et là, ce que vous voyez là, c'est une bande blanche. En fait, c'est des milliards d'étoiles. Et en fait, c'est la disque de notre galaxie, la Milky Way, la Voie lactée.
Et cette Voie lactée, si on était on avait une vue extérieure, c'est une galaxie normale un peu, c'est une galaxie spirale avec il y a une barre à la centre. Et alors, notre galaxie, ce sont 400 milliards d'étoiles. En fait, le Soleil, c'est juste une de ces étoiles. Le diamètre, ça, c'est 120 millions d'années-lumière d'un côté et de l'autre. Et nous, on est un peu à 25 000 années-lumière du centre. Et ce que vous voyez ici, ces petites taches, là, ce sont des nouvelles étoiles qui sont formées, en fait, dans la Voie lactée. On a déjà 100 à 400 milliards d'étoiles, mais chaque année, on en ajoute une de plus. Et en fait, si on voit un peu autour de nous, dans l'univers, il y a beaucoup de galaxies. La Voie lactée, c'est juste une. Et là, vous voyez un peu des différentes photos de différentes galaxies. Et vous voyez, il y a différentes morphologies. On a des galaxies un peu spirales, comme la Voie lactée, un peu ça. On a des galaxies plus elliptiques, il y a différentes couleurs. Il y a des galaxies un peu irrégulières. Il y en a là qui sont assez bleus. C'est à cause des nouvelles étoiles qui ont été formées dans ces galaxies. Alors, il y a une grande diversité de galaxies dans l'univers et la question que nous nous posons, d'où viennent toutes ces galaxies? C'est quand est-ce que ça a commencé? Et comme Yves avait dit, nous avons utilisé dans le passé le télescope spatial Hubble. C'est là ici. Le télescope spatial Hubble, c'est 500 km environ au-dessus de la Terre, qui tourne en orbite autour de la Terre. C'était lancé en plus de 30 années dans le passé et ça fonctionne encore aujourd'hui. C'était construit pour étudier les galaxies lointaines. Et une des images très importantes qu'on avait fait avec Hubble, c'est cette image, ce champ-là, ici, c'est ce champ ici, qui est montré là. On s'appelle ça le Hubble Deep Field. Hubble Deep Field, en fait, c'est une très petite tache du ciel, et là, on peut bien voir avec les télescopes de la Terre. Mais avec Hubble, on avait observé toute cette petite partie-là pour plus de 20 jours. En fait, on a intégré une photo de 20 jours comme ça. Et puis là, vous voyez c'est cette photo-là, c'est un tableau qui est. Et là, ce que vous voyez ici, c'est chaque tâche ici. Ça, c'est une galaxie séparée. Il y a juste quelques étoiles là aussi, mais le reste sont des galaxies très lointaines. Et juste dans cette petite tâche, il y a déjà 50 000 galaxies. Alors, l'univers, c'est plein de galaxies. Et alors, ce qu'on peut faire maintenant en astronomie, ces couleurs, en fait, qu'on peut faire en observant avec le télescope spatial Hubble, nous donnent une idée de la distance de ces galaxies. Et une des capacités uniques de l'astronomie, c'est ce que nous pouvons voir dans le passé, des milliards d'années dans le passé. C'est à cause de la vitesse constante de la lumière. Et alors, de plus lointain on va, de plus on voit dans le passé. Alors là, on peut faire, on fait un peu on obtient un inventaire de la population de la galaxie. Là, vous voyez 5 milliards d'années dans le passé, 5 à 9 milliards d'années dans le passé et ou plus proche. Et comme ça, on a un inventaire des galaxies chaque époque cosmique et nous pouvons étudier comment la population de la galaxie, les galaxies sont évoluées. Ça donne des informations sur nos modèles et sur notre compréhension de l'univers. Et ce que nous voyons alors, si on fait une petite vidéo, nous pouvons aller dans le passé. Vous voyez les galaxies passent comme ça. De plus loin on va, de plus loin on est dans le passé. Et ce que nous voyons, c'est dans le passé, les galaxies sont plus évoluées, elles sont plus petites, moins belles formées, moins massives, moins organisées en général. Et puis plus faibles. On peut faire
on va des milliards d'années dans le passé. OK. Alors, mais parlons un peu de l'histoire cosmique, en particulier de l'histoire cosmique primitive. Alors, là, il y a des éléments clés dans l'histoire des premiers milliards d'années dans le passé. Après le Big Bang, l'univers, dans notre modèle, a commencé avec un Big Bang. L'univers était extrêmement chaud, extrêmement dense. Et puis, ça s'est étendu un peu. L'univers est en expansion. Et alors, la première chose qu'on peut en fait observer, c'est 400 000 ans après le Big Bang. C'est ça, cette image-là, c'est le signal le plus éloigné que nous pouvons détecter, c'est le fond cosmologique diffus. Et ce que nous pouvons voir ici, c'est sur des fluctuations très, très petites de la température de l'univers à cette époque-là. Alors, c'est juste 400 000 années après le Big Bang. Et à cette époque-là, oui, on sait que l'univers était très, très uniforme et il n'y avait pas encore de galaxies du tout. OK, après cette émission, là, c'est le signal que nous pouvons observer en toute direction autour de nous. L'univers venait totalement sombre. Il n'y a aucun signal, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de source de lumière. Et à cause de ça, on s'appelle ça aussi l'âge sombre cosmique. Et alors, nous devons attendre un peu, juste peut-être 100 à 200 millions d'années après le Big Bang, jusqu'à la première étoile se forme. Et puis, il y a une autre déconcert. Mais ça, nous pouvons pas observer. Alors, il y a le question mark, ouais. Nous ne savons pas, ce sont les modèles qui nous donnent, qui disent que ça a commencé là. Alors, maintenant, on est là, on a les premières étoiles, et ces étoiles, c'est assez massif, ils sont évolués très, très rapidement, ils sont explosés dans des supernovas, et puis là, ils ont pollué un peu de l'univers avec des éléments plus lourds, et puis après ça, on peut commencer avec la formation des galaxies. On a beaucoup d'étoiles résonnantes. Et ça, nous pensons que c'était à peu près 200 à 500 millions d'années après le Big Bang. Et puis ces galaxies, ils ont émis des photons, des photons assez énergétiques qui peuvent ioniser l'hydrogène. Et ça, c'est indiqué avec ces bulbes-là. Et puis, après à peu près 1 milliard d'années après le Big Bang, l'univers est ionisé. Alors, on a ionisé l'hydrogène dans l'univers. Et on va revenir à ça. Et puis après ça, on a les 13 milliards d'années à venir où les galaxies d'aujourd'hui se forment. Et alors, la frontière observationnelle qu'on a avec le télescope spatial Hubble, mais aussi avec le James Webb maintenant, c'est à peu près cet endroit-là, entre 400 millions d'années après le Big Bang jusqu'à 1 milliard d'années après le Big Bang. C'est ça que nous observons. Et dans notre recherche, l'objectif, c'est de comprendre quels sont les processus physiques qui ont amené à la formation des galaxies, de la réionisation de l'univers. Et ça, on peut aussi simuler. Là, vous voyez, c'est une simulation qui introduit tous les processus physiques que nous pensons qui sont importants. Là, vous avez des explosions des étoiles qui explosent dans des supernovas. Ça va chauffer l'univers, comme ça. Et maintenant, dans ces endroits dans le centre, on forme des étoiles, on forme des galaxies. Et alors, l'idée, c'est, moi, je suis observateur. Alors, les simulations et les observations sont complémentaires. Et nous, les observations fournissent des contraintes observationnelles de lumière réelle que après nous voulons simuler et on va comparer et comme ça on va comprendre comment l'univers fonctionne. Alors, nous voulons étudier ces galaxies, on va les trouver premièrement. Comment pouvons-nous identifier ces galaxies primitives de l'univers lointain? Et pour ça, en fait, nous utilisons l'hydrogène comme l'univers soi-même. Là, vous avez une galaxie lointaine, elle forme des nouvelles étoiles qui sont
Alors, la couleur de cette galaxie, ça va être bleu. Et là, nous allons l'observer avec le télescope spatial Hubble. Alors, si les photons de cette galaxie sont en train de venir chez nous, mais ils trouvent un atome hydrogène, qui est juste un photon électron. Ce photon est assez énergétique, ça peut ioniser, on avait dit, l'hydrogène, ça séparer le photon et l'électron. Et puis, ce photon-là, c'est absorbé. Alors, nous prouvons ça, et puis ça manque. Et alors, à cause de ça, la couleur de cette galaxie, ça change. Et à cause de ça, avec ces couleurs, nous pouvons identifier ces galaxies. Et puis, OK, alors nous pouvons identifier des galaxies comme ça. Ils sont rouges. Mais puis après, comment est-ce que nous pouvons mesurer la distance? En fait, ce que nous mesurons, ce n'est pas la distance, mais c'est cet effet qu'on s'appelle le décalage vers le rouge. Alors ça, c'est une cause de l'expansion de l'univers. Si vous avez un photon qui est émis d'une galaxie très lointaine, l'univers, quand ça voyage vers nous, l'univers s'expand et puis vous pouvez imaginer que la longueur d'onde de ces photons est étirée à cause de cette expansion. Et alors, c'était bleu avant, c'est rouge après, c'est le même qu'avant. Alors, la lumière, la longueur d'onde s'est décalée vers le rouge. C'est à cause de ça qu'on s'appelle ça comme ça. En anglais, c'est redshift. Et on utilise cette petite jet. Alors, nous pouvons estimer ou mesurer ce décalage vers le rouge avec des spectres. Les spectres, c'est on divise la lumière dans ces composants comme un arc-en-ciel. Et puis, vous pouvez voir que la longueur d'onde de ces différents éléments s'est décalée pour une longueur d'onde plus longue. C'est un facteur 1 plus 7 décalage vers le rouge. Alors, c'est ça exactement que nous mesurons, c'est ce décalage vers le rouge. Et puis, il nous faut le modèle cosmologique pour après estimer la distance de cette galaxie. Alors ici, vous avez un diagramme. Ici, vous avez l'extension de la lumière, c'est 1 plus décalage vers le rouge. Et puis là, de l'autre côté, vous avez le temps dans le passé en milliards d'années. Est-ce que vous pouvez voir si on a une galaxie où la lumière était décalée par un facteur 2, ça, on est à peu près 50% de l'âge de l'univers. Et puis, ça va assez vite. Si on trouve une galaxie avec un décalage vers le rouge 10, ça va décaler le facteur 10. Là, vous voyez, on est déjà à 5 millions d'années après le Big Bang. Et alors, si on veut aller plus loin, il nous faut des télescopes qui peuvent observer dans les longueurs d'onde plus longues. C'est ça. OK. Alors, quand le télescope spatial Hubble a été lancé, c'était 1990. À quelle distance pouvons-nous avant ça? On savait seulement des galaxies jusqu'à ce redshift, à décalage vers le rouge 1, à peu près un facteur de 50% à l'âge de l'univers. Mais puis, avec Hubble, avec la première exposition profonde, c'est le Hubble Deep Field, c'est avant le Ultra Deep Field, c'est immédiatement clair que l'univers est plein de galaxies déjà à des âges assez éloignés. Alors là, on est déjà à 1,5 milliard d'années après le Big Bang. Et puis, on avait les navettes spatiales. On pouvait installer des nouveaux instruments sur le télescope Hubble. Et avec ça, on pouvait voir de plus en plus dans le passé. C'était aussi Claude Nicollier, notre astronaute suisse, qui a installé quelques de ces instruments. Et alors maintenant, avec Hubble, on pouvait aller jusqu'à 500 millions d'années après le Big Bang. Et en fait, la galaxie la plus lointaine que nous n'avons jamais vue, c'est cette galaxie-là, que nous avons trouvée il y a 6 ans, quelque chose comme ça. Voilà, c'est une galaxie assez faible, c'est 6 millions fois plus faible qu'on peut voir avec nos yeux. Alors, on a vraiment besoin de télescope spatial.
Oui, mais déjà, dans cette galaxie, nous estimons qu'il y avait déjà 1 milliard d'étoiles dans cette galaxie, et c'est juste 400 millions d'années après le Big Bang. Mais comme vous pouvez voir ici, on fait des images à différentes longueurs d'onde. C'est à cause de ça qu'on peut estimer la couleur de ces galaxies. Et comme vous pouvez voir ici, on peut voir la galaxie seulement dans un de ces images. Alors, ça veut dire, si la galaxie était encore plus loin, ça disparaissait complètement de la vue de Hubble Space Telescope. Alors, il nous faut un autre télescope qui peut regarder dans l'infrarouge. C'est exactement ça que le télescope spatial James Webb maintenant peut faire. Alors ici, vous avez une illustration du spectre électromagnétique. Avec Hubble, on peut observer là de l'ultraviolet jusqu'à le visible qu'on peut voir avec les yeux. Et puis, l'infrarouge un peu, c'est 1,6 micromètres. Mais avec le James Webb, maintenant, on peut aller jusqu'à 26 micromètres. En fait, c'est l'infrarouge là. Et c'est un peu similaire au télescope spatial Spitzer qu'on avait avant, qui couvrait 60 micromètres. Et ces différents longueurs d'onde sont importants, pas seulement pour observer des galaxies très très lointaines, mais aussi pour observer des différents choses, parce que les différents longueurs d'onde nous fournissent des informations assez différentes. Là, vous avez une image dans différentes longueurs d'onde, le même endroit de l'espace. Là, c'est un endroit où il se forment des nouvelles étoiles. Vous avez assez de poussière. Ça, c'est la poussière que vous pouvez voir le visible. Alors, c'est cet endroit-là. Mais si vous allez dans l'infrarouge, vous pouvez voir à travers la poussière, vous pouvez voir les étoiles qui sont derrière la poussière, qui sont absorbées dans le visible. Et puis, si on va encore plus loin, on a l'infrarouge moyenne. Là, c'est la poussière, en fait, qui brille. Alors, vous voyez, avec ces différentes longueurs d'onde, on a une vue plus complète des choses dans l'univers. OK, alors, le télescope spatial, je suppose que vous avez vu déjà un peu une image comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On a un grand miroir, 6,6 mètres en diamètre, mais en fait, c'est différents miroirs. C'est 18 miroirs petits qui font un miroir après. Alors, la lumière, ça arrive de ce côté-là, ça arrive sur le miroir-là, et puis ça s'est focalisé sur le miroir secondaire qui est là en haut. Et puis, ça arrive comme ça arrive ici, et là, de l'autre côté, vous avez les instruments. Tous les instruments sont du côté soleil. Et ici, vous avez un écran qui est en fait, qui bloque la lumière du soleil. Et de l'autre côté, parce que le télescope doit être absolument froid. Et cet écran soleil, l'écran solaire, c'est plus la taille d'un tennis, un champ de tennis. Là, vous voyez un peu en comparaison avec une personne, c'est extrêmement grand, ce télescope-là. Et parce que c'était lancé dans une fusée Ariane 5, là, il n'y a pas beaucoup de place. Et comme ça, le télescope devait être plié. Là, vous voyez, même le miroir du côté devait être plié comme ça. Et c'était vraiment une prouesse ingénierie. Et c'est aussi un peu comme ça, à cause de ça, que ça dure un peu plus long de finaliser ce télescope. Si nous comparons un peu les miroirs avec les miroirs spatiaux qu'on avait avant, on avait déjà parlé du Spitzer télescope qui couvre un peu les mêmes longueurs d'onde que le James Webb. Vous voyez, le miroir Spitzer, c'est environ 1 mètre diamètre, et c'est plus petit qu'une de ces des miroirs du James Webb. C'est une d'abeilles de miroirs, on a 18 ici. Et ça veut dire que la résolution spatiale que nous avons avec le James Webb, comparé à Spitzer, c'est plus de 10 fois plus puissant, mais aussi, on peut voir, c'est plus de 100 fois puissant.
Et comparé à Hubble, vous avez ici, Hubble soi-même avait un miroir à 2,4 mètres en diamètre. On est 3 fois plus petit, alors 10 fois plus puissant. Puis les instruments sur le James Webb, on a le miroir et on a parlé déjà, il y a 4 instruments en fait. Sur le James Webb, tous les instruments font différentes choses. Il y a des caméras optiques near-infrared, une caméra infrarouge moyenne. Et pour la première fois maintenant, on a un spectrographe en fait dans l'espace, NIRSpec s'appelle. Avec ça, on prend des spectres, on utilise la lumière dans l'arc-en-ciel, on peut mesurer la distance des galaxies et aussi la composition chimique et ça. Alors, comme Yves avait dit, je ne sais pas si je peux faire le... ça va pas. Alors, là, vous pouvez voir le lancement, c'était à Noël 2021. C'était parfait, le lancement, c'était pour vous. On y va. Et si vous auriez le son, le commentateur a dit, je vais lire, de la forêt tropicale aux confins du temps, le James Webb commence un voyage vers la naissance de l'univers. C'était vraiment très inspirant. Et puis là, c'était vraiment parfait, le lancement. Et puis là, vous voyez, c'est la dernière vue humaine du James Webb, quand c'est séparé de l'Ariane déjà en espace, en orbite, et puis... et comme j'avais dit, le lancement, c'était un grand succès. Et avec ça, maintenant, en fait, on a assez de carburant sur le James Webb pour le faire opérer pour 20 ans ou plus. Alors, et nominalement, c'était juste pour 5 ans. Alors, c'est vraiment génial. OK. Après le lancement, le télescope qui était plié comme ça, il va être déplié. Comme vous voyez, il y avait toute une séquence des choses qu'on devait faire. L'écran solaire, on avait dit, on devrait déplier le miroir primaire, le miroir secondaire et tout ça. Et ça, il y avait 400 choses qui pourraient en fait tourner mal et terminer le télescope, terminer le projet. C'était très... Alors, maintenant, où se trouve le James Webb? C'est à 1,5 million de kilomètres de nous, de l'autre côté du Soleil. Alors, on a la Terre, le Soleil, nous, en orbite un peu comme ça. Le James Webb est de l'autre côté de la Terre, à travers une orbite plus éloignée. On s'appelle ça le Lagrange Point 2. Alors, c'est une orbite stable de l'autre côté du Soleil. Et comme vous voyez là, l'écran solaire est toujours comme ça pour avoir le télescope froid de l'autre côté. C'est aussi à cause de ça que ça doit être si éloigné de nous. Et puis, on avait 6 mois de suspense. On devrait calibrer le télescope et tout ça. Et puis, comme Yves avait dit, l'été dernier, finalement, juillet 2012, c'était la première image qui était dévoilée. C'est un amas de galaxies qui est observé là. Dans le centre, en fait, il y a une étoile de la Voie lactée, un peu plus proche. Et tout le reste sont des galaxies. Et là, vous pouvez voir, les galaxies sont un peu étirées. C'est à cause qu'il y a 6 tonnes de masse concentrées dans le centre là, que même la lumière est étendue. C'est à cause de l'effet lentille gravitationnel. Mais on ne va pas parler de ça. Aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Même avec Spitzer, on avait observé cet endroit du ciel, cet amas de galaxies. Et ça, c'est l'image qu'on avait avec le télescope spatial Spitzer, qui était juste comme ça, en diamètre. Et puis maintenant, si vous comparez, c'est comme ça. Alors, c'est vraiment que... On met les lunettes, on peut voir l'univers clair. En comparaison avec le télescope spatial Hubble, c'est aussi, comme j'avais dit, c'est juste 3
3 fois plus grand. Alors, la résolution spatiale est 3 fois plus, mais quand même, c'est assez plus. Il y a beaucoup plus d'informations que nous avions avant. OK. Retournons à des galaxies lointaines. Même dans cette première image, on pouvait identifier en fait des galaxies. Là, vous voyez des différentes galaxies qui sont en mesure la distance avec les couleurs. Là où on va un peu plus proche, 11,3 milliards d'années dans le passé jusqu'à 13,1 milliards d'années dans le passé. Déjà là, vous pouvez voir, on a une beaucoup plus grande information qu'on avait avec le télescope spatial Hubble avant. On peut vraiment voir les différentes morphologies et différentes choses qui se passent dans cette galaxie. Et comme j'avais dit aussi maintenant, si on regarde un peu cette galaxie-là, pour la première fois dans l'espace, nous avons aussi des spectres maintenant. Un spectrographe, on peut diviser la lumière dans ces différentes longueurs d'onde. Et avec ça, c'était vraiment étonnant de voir. Le premier jour déjà, on a un spectre là, de cette galaxie-là. Et là, vous voyez, c'est le spectre en haut, vous voyez les différentes lignes d'émission de différents éléments, oxygène, hydrogène, néon, en fait. Et ça nous donne beaucoup d'informations de la composition de cette galaxie. On peut mesurer la distance, le décalage vers le rouge, exactement. Et vraiment, c'était très étonnant pour nous. OK. Mais toutes ces galaxies-là, juste cette galaxie aussi, on pourrait les observer, on pourrait les voir aussi avec le télescope spatial Hubble. Mais nous voulons aller un peu plus loin, non? Alors, c'est ça. On a étudié les différentes images que le télescope spatial James Webb avait fait dans les premières semaines. Et là, on a trouvé dans une des premières images, après 2 semaines, quelque chose comme ça, on avait trouvé cette galaxie-là. On appelle ça glace. C'est 12 à cause du décalage vers le rouge 12. Et en fait, on avait trouvé deux galaxies qui sont très lumineux. Et comme vous voyez ici, plus de 13,4 milliards d'années dans le passé. Alors, c'est ça, 400 millions d'années après le Big Bang. Et puis, c'est d'ici 300 millions d'années après le Big Bang. Glace, c'est 10. Et en fait, déjà, on estime encore que ces galaxies-là, on voit seulement des petits blocs comme ça, mais en fait, c'est 1 milliard d'étoiles déjà à cette époque-là. Et ça, c'est vraiment étonnant et on ne s'attendait pas. C'était une grande surprise de trouver des galaxies très massives très tôt dans l'univers, de l'histoire de l'univers. C'est comme si vous nagez un peu dans un petit lac et vous trouvez des baleines que vous ne s'attendez pas dans un volume d'eau si petit. Et c'est vraiment un grand mystère pour nos modèles de l'univers. Comment est-ce qu'on peut trouver des galaxies si massives déjà dans l'univers si lointain? Et c'est toujours comme ça un peu dans la recherche, on va avancer. Avec chaque avancée, on trouve des différentes questions. En fait. OK. Alors, avant de terminer déjà, je veux juste vous montrer que la Suisse vraiment est à la pointe de la science du James Webb. On a plusieurs enquêtes. En fait, le James Webb est utilisé par des chercheurs de tout le monde entier. Mais comme vous voyez, en Suisse, on a 8 enquêtes qui en mènent avec le James Webb dans la première année. Oui. Et oui, en fait, on a des données qui sont arrivées et qui sont en train d'analyser. OK, avec ça, je vais terminer avec cette citation de Edwin Hubble qui avait dit The history of astronomy is the history of receding horizons, c'est-à-dire l'histoire de l'astronomie est une histoire d'horizon qui recule. Et c'est exactement ça ce que le télescope spatial Hubble avait fait. On a poussé plus et plus dans le passé avec le télescope spatial Hubble, mais maintenant, avec le James Webb, en fait, on va encore plus loin et
nous vivons vraiment dans une époque très excitante. C'est juste le début. Maintenant, déjà, on a trouvé des nouvelles galaxies qui sont assez massives, qu'on ne s'attendait pas. Les modèles ne peuvent pas nous dire qu'est-ce qu'ils c'est. Et alors, oui. Et maintenant, nous ne savons pas encore à quelle distance le James Webb va nous amener. Et on va refaire l'histoire de l'astronomie. Oui. Mais la recherche des premières galaxies, ça continue. Et si vous avez des questions, je suis là. Merci beaucoup. Immense merci pour cette super conférence. Des questions dans la salle, online? Oui. On peut repérer quelle longueur d'onde avec le James Webb? On peut. De plus qu'avec la balle. Ouais, en quelle longueur d'onde nous pouvons regarder avec le James Webb? En fait, ça c'est ici. Avec la caméra MIRI, on pourrait regarder jusqu'à 28 micromètres. Mais en fait, la caméra qu'on utilise beaucoup, c'est NearCam. Avec ça, on peut avoir jusqu'à 5 micromètres. Mais c'est un peu... C'est ça. Seulement dans les infrarouges. Oui, c'est ça. Dans les ultraviolets. Non. C'est vraiment construit pour aller plus loin. L'ultraviolet, on peut faire avec Hubble qui fonctionne encore. Et alors, c'est un peu complémentaire. Il y a d'autres télescopes qui prennent le relais dans d'autres. Oui, c'est ALMA qui va ici, microwave et ça. Ouais. On fait un peu la vue. Allez-y. Comment vous partagez le temps entre les différents utilisateurs? Ah oui, c'est une bonne question. Non, alors on fait des propositions. On dit, OK, nous avons une question scientifique telle et telle. Nous voulons observer cette partie du ciel avec cet instrument pour résoudre cette question. Et puis, il y a un panel. Il y avait 7 fois plus de propositions qu'on peut observer. Alors, c'est très, très compétitif. Et puis, c'est divisé avec un panel. Ouais. On fait des propositions chaque année. Je fais vite une question dans le chat. C'est comme après ça, je le perds. Question de Sylvain. Quelle est la durée de vie de James Webb? Jusqu'à quand peut-il être actif? Il permet de transmettre des futures images. Ah oui, alors comme j'avais dit, en principe, nominalement, c'était juste pour 5 ans. Mais maintenant, parce que le lancement était si parfait, l'orbite c'était parfait, on a des carburants pour jusqu'à 20 ans. Alors, on va avoir pour l'image. Et puis, comme le Hubble, il y a une possibilité pour aller le upgrader? Non, c'est trop loin. Hein. Non. Mais il y a des idées, mais ça doit être robotique. Merci. Oui. J'aimerais revenir sur l'image qui a été prise sur le fond diffus cosmologique. Oui. 400 000 années. Ça a été pris avec ça? Non. C'est un télescope, c'est Planck. C'est un télescope spécifique juste pour ça. Oui, on a différents télescopes qui ont observé ça, mais cette image-là, c'est du Planck, télescope spatial aussi. Oui. Pardon? C'est quoi comme télescope? C'est un télescope assez petit, mais ouais, c'est le microwave, c'est différentes longueurs d'onde. Mais oui, c'était vraiment juste fait pour observer ça. Et maintenant, c'est fini. Oui, mais j'ai une question sur ces galaxies que vous avez trouvées qui sont très éloignées et qui apparemment qui contredisent la théorie de l'univers. Ok, ouais. Quelles sont les explications qu'on peut donner en quoi est-ce que le modèle standard de l'univers de la technologie? Oui, non, c'est une très bonne question. Alors, la question était
quelles sont les explications pourquoi on pourrait trouver ces galaxies très lumineuses dans ces images. Alors, il y a beaucoup possibilités. Alors, on va pas... Le modèle de l'univers, on va le laisser comme il est. Mais oui, il y a des explications astrophysiques. Peut-être les étoiles, en fait, dans ces galaxies sont plus lumineuses que les étoiles dans l'univers aujourd'hui. Alors ça, nous surestimons la masse, peut-être. Peut-être on était juste la chance, on avait juste la chance qu'on trouvait ces galaxies-là qui sont lumineuses dans cette petite image. Et oui, il y a beaucoup de... c'est un peu ça. On doit changer quelque chose, mais je pense qu'on doit changer l'astrophysique avant de changer la cosmologie. C'est ça. Vous avez dit que vous avez montré une image de la position de la Terre dans la galaxie. Ah oui. Mais est-ce qu'on a une idée de la position de notre galaxie dans l'univers? C'est non, nous pensons que... c'est une bonne question. Hein. Nous pensons que l'univers, c'est infini, non? Et alors, oui, dans notre modèle, oui. Oui, l'univers, c'est infini. Non. Et puis, oui, notre place dans l'univers, c'est pas spécial, non? C'est pas fini. Voilà. Ouais. Il y a une question. Oui, donc, pour remonter dans le passé en regardant avec le James Webb télescope, est-ce que c'est de la chance d'avoir regardé du bon côté pour avoir une distance de 13,4 ou si on regarde de l'autre côté, on arrive aussi à remonter à 13,4 millions? Oui, espérons qu'on aura augmenté encore de plus. Oui. Non, c'est ça. En principe. Alors, le principe de notre modèle de l'univers, c'est l'univers devrait être en grande échelle, devrait être le même dans toutes les directions. Notre position dans l'univers, c'est pas spécial. Mais OK. Mais alors, il y a des fluctuations, bien sûr. Et puis, oui, mais en fait, c'est à cause de ça, on devrait observer beaucoup, un grand part du ciel, mais ouais, ça tourne un peu. Ça prend un peu de temps. Moi, je voulais savoir s'il y avait des limites en termes de détection des longueurs d'onde. Vous avez dit qu'on ne peut pas aller plus loin que 400 000 années. Oui. Mais est-ce que c'est faisable un jour de monter encore plus dans le temps, de détecter des ondes qui ont une longueur d'onde tellement grande, par exemple, que ce serait peut-être impossible de détecter? Oui, c'est une bonne question. Alors, la question, c'est si on peut remonter dans le temps avec des longueurs d'onde plus longues. Alors, maintenant, alors, les longueurs d'onde, ça c'est assez. Hein. On pourrait voir les premières étoiles en principe avec ces longueurs d'onde. Mais c'est le télescope. On doit avoir un télescope encore plus grand, encore plus sensible pour. Les sources sont plus faibles. Alors. Ça, c'est le problème. La luminosité des étoiles, des galaxies, sont trop faibles pour les voir jusqu'au bout de l'univers. C'est ça. En termes d'ingénierie, c'est faisable si on mettait l'argent et l'intérêt. Oui, absolument. Il faut un peu d'argent, c'est ça. Mais oui, allons-y. Oui. Une question. Oui. Sa position dans l'espace et sa construction, on le tient plutôt à l'ombre. Comment l'énergie est produite à bord pour alimenter les détecteurs? Pardon, encore une fois? Comment l'énergie est produite à bord du télescope? Oui, non, c'est solaire. On a un panneau solaire qui est utilisé. On ne peut pas le voir. Du ciel, ce que vous voyez, généralement, des étoiles, ce n'est pas forcément le sujet d'intérêt. Comment vous faites est-ce que c'est un problème qu'il y ait des étoiles uniquement pour empêcher ces galaxies solaires? Est-ce qu'on peut, d'une façon ou d'une autre, échapper à ce problème? Est-ce qu'on s'en sert avec oui, c'est une bonne question. Alors, je voulais juste trouver cette image-là. Alors, l'idée, là, ce que vous voyez ici sont des étoiles. Et alors, on cherche des endroits qui sont où il n'y a pas on observe pas cet endroit-là. C'est un peu ça. Alors, les étoiles assez lumineuses, on essaie de ne pas les observer là. Mais après, quand même, il y avait des étoiles, comme vous voyez ici,
Ça, c'est une étoile de la Voie lactée. Ouais. Mais en fait, on essaie d'observer un peu, pas dans la plaine de la Voie lactée, mais et là, ça, c'est moins un problème. Mais ouais, c'est une bonne question. On ne peut pas observer tout le ciel. Normalement, quand on miroirs qui sont recherchés, des grands développements qui vont être parce que la qualité des miroirs, est supérieure à celle de notre miroir. Mais oui, hein. Je ne sais pas si vous avez l'histoire, mais avec le Hubble, le miroir, c'était pas bien fait. Et puis, en fait, c'était lancé en 1990, mais jusqu'à la première, on devait corriger le miroir, c'était pas bien fait. Et c'était Claude Nicollier qui avait installé une correction. Et juste après ça, 5 ans après, on pouvait observer les galaxies lointaines. C'est ça. La question porte surtout sur l'état de surface. Oui, non, ça devrait être. Une question mécanique céleste élémentaire. Il y a en orbite terrestre. Terrestre? En orbite. Oui. Autour de la Terre. Non, c'est là. Alors, on a la Terre, la Lune, et puis on est là. C'est 1,5 milliard si on est là. Et puis là, mais là, en principe, c'est une orbite. Ce point-là, c'est stable, mais c'est, comme on dit, not stable. Ouais, mais c'est OK. Une stabilité, comme on dit, marginale. OK, c'est ça. Alors, à cause de ça, ça fait un peu orbite comme ça. Et puis, mais oui, on est de l'autre côté. Et la période de révolution? Ça. Non, mais en fait, normalement, ça. Pardon? Non. Il tourne autour du Soleil ou pas? Oui, mais avec la Terre. Et ici, Soleil, Terre, et le ciel défile. Le ciel défile. Qu'on peut observer. Chaque moment, on peut observer à peu près 40% du ciel. Mais oui, exactement. Si on veut observer un endroit spécifique, on a juste deux chances par année. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a une base de données qui cartographie tous les éléments célestes qui ont été observés? Oui. Vous pouvez télécharger les données. Au moment, c'est un peu difficile parce qu'ils ne sont pas clean, ils ne sont pas massager un peu encore. Mais après, oui, ça va être. C'est public. Hein? Ça veut dire que c'est une base de données où il y a des milliards d'informations. Mais oui, toutes les observations avec le télescope spatial Hubble, Spitzer, c'est tout public. Maintenant, ça, on a plutôt des coordonnées. Ouais. C'est ça qu'il est passionné, qui parcourt ces bases de données et puis qui arrive à pointer justement des éléments qu'on n'a jamais observés dans le ciel. Si jamais. Oui, c'est quoi les questions de recherche de trois projets en tant que PI? Ah oui, OK, une bonne question. Ouais. Alors, nous voulons. Avec un de ces projets, en fait, on observe un peu. Le Hubble Deep Field, on observe aussi cet endroit-là. Et avec les spectrographies, on veut estimer la distance des différentes galaxies dans cette image-là pour avoir le 3D, non, un peu, la position des galaxies. Avec une autre, c'est aussi de spectroscopie. On cherche des galaxies qui ne sont pas visibles en fait avec le télescope spatial Hubble, mais seulement avec James Webb. Alors, ils sont assez rouges et on veut pourquoi, quelle est la nature de ces galaxies-là. Et puis, la troisième, en fait, c'est des images un peu près partout du ciel pour voir si on avait juste la chance de trouver ces deux galaxies massives dans ces premières images où il y a d'autres galaxies de l'autre côté de l'univers. C'est ça. Ouais.
Oui. Est-ce que vous servez aussi de ce nouveau télescope pour avoir des images plus précises de galaxies qu'on connaît déjà? Oui, le nouvel télescope, c'est le James Webb. C'est le meilleur. Oui, c'est ça. Mais bien sûr, oui, on a déjà observé ce champ-là. Le Hubble Electric Field a déjà été observé avec le James Webb aussi. Là, on a une résolution spatiale qui est plus haute et des informations complémentaires avec longueur d'onde plus longue. Et ça, ouais, c'est vraiment un complément avec le Hubble et d'autres données qu'on avait avant. Ouais, c'est ça un peu. Est-ce que j'ai bien compris que dans notre galaxie, il y a une seule étoile équivalente de notre Soleil qui est créée par année? Oui, une masse solaire, oui, exactement. Oui. Et est-ce qu'on sait combien d'étoiles meurent? Et est-ce que ça veut dire que s'il y en a plus qui meurent, est-ce que notre galaxie est en train de s'éteindre? Et où va toute cette matière? Oui, ok, non, c'est une bonne question. Alors, ok, oui, nous pouvons estimer la masse solaire qui est créée, et puis, oui, nous pouvons estimer les étoiles meurent en des supernovas, non, c'est ça. Ça, nous pouvons estimer, mais je ne sais pas le taux ouais. Mais oui, à la fin, je ne sais pas, dans des milliards d'années dans le futur, je suppose que tous les étoiles vont finir dans un trou noir. Tout le gaz qui est là va être dans les trous noirs. Mais ça, je ne sais pas. Mais non, mais on sait que les galaxies dans le passé ont formé plus d'étoiles que les galaxies aujourd'hui. Et aussi la Voie lactée. Le taux d'activité, le taux de formation d'étoiles était beaucoup plus haut dans le passé. Alors, c'est un peu en train de diminuer, c'est ça. Et l'idée, de nos modèles, c'est que toutes les galaxies, en fait, vont avoir une forme elliptique à la fin. C'est la fin de l'évolution des galaxies, c'est des formes elliptiques où il n'y a pas plus de formation d'étoiles. Et c'est juste les étoiles qui sont pas jeunes, mais l'autre vieilles. Ouais, pardon. Juste allemand, hein, pardon. Est-ce qu'on a un trou noir au centre de chaque galaxie, un trou ouais. massif? Lequel est là en premier? Ah, ouais, je ne sais pas. Ouais. Non, ça va être les étoiles. Les étoiles se forment premièrement, mais puis c'est une grande question qui a grandi plus vite. Mais normalement, ouais, c'est un peu instinct, c'est les deux. Ouais, mais les étoiles, ce sont les premiers. Ouais. Oui. Plus vous recherchez, plus vous avez l'impression qu'on sera capable bientôt de comprendre vraiment l'univers, plus vous avez l'impression qu'on est loin et incapable de comprendre. Alors, je ne sais pas, oui, c'est une bonne question. Je pense, oui, on a des petits. Autour des dernières années, on a fait beaucoup d'avances pour comprendre l'évolution des galaxies. On ne sait pas tous les détails, non, mais en le bon sens, on comprend. Et alors, oui, on ne peut pas savoir tout. Je pense que ça, on ne va pas finir, mais les grandes idées, comment ça fonctionne, oui, je pense que ça. On va avoir des petites questions qu'on doit un peu résoudre, et puis il y a d'autres questions. En fait. C'est ça. Sur la quantification de votre chiffre, est-ce qu'il ne faut pas connaître au préalable la longueur d'onde de l'émission? Oui. Et comment vous faites pour déconvoluer ça au niveau justement des données de spectrométrie et être certain d'avoir la bonne mesure? Oui, non, c'est exactement, on doit savoir de rest frame, ça s'appelle, intrinsèquement, comment, c'est quelle longueur d'onde. Vous montrez ce spectre-là. Oui, ça. Et ça sont des lignes d'émission que nous savons exactement dans les laboratoires, quelles sont les longueurs d'onde
aujourd'hui dans le laboratoire, mais ben là, vous voyez, c'est décalé un facteur 10 ou 9, je pense. Ouais. Alors, c'est ça. Ouais. On va identifier les lignes et puis, ouais, comme ça, on peut estimer le décalage. C'est quoi c'était le premier télescope à avoir photographié le disque d'accrétion d'un trou noir? Ouais. Bon, c'était juste l'année passée, non? Il y a 2 ans, ouais. Le trou noir. C'est quel télescope? C'est quoi? EHT, non? Horizon, Horizon Telescope, oui. Je sais pas. Oui. Oui, c'était juste il y a 2 ans, quelque chose comme ça, non? Est-ce que la notion d'amas de galaxie existe? C'est pas vraiment tous les jours, est-ce qu'on a observé? Au-dessus des galaxies, il y a des amas de galaxies. Des amas de galaxies, oui, c'est ce qu'on voit en fait ici. Ça, c'est ça, on va venir. Ça, c'est un grand amas de galaxies, ouais, mais c'est plus proche, non? Toutes ces galaxies un peu blanches dans ces couleurs, c'est tout à la même distance. Alors, oui, elle est un grand amas. C'est comme ça, la force majeure de l'univers, c'est la gravité. Et la gravité, ça va attraire les différentes galaxies, c'est ça. L'univers est constitué de plusieurs amas. Oui, mais les amas se forment un peu, ça dure un peu. Hein. Aussi dans la simulation que je vous ai montrée, là, vous pouvez voir que, oui, ça commence un peu plus diffus, mais puis la gravité, on forme un peu un amas sur densité. Là, vous voyez, c'est tout, ça va dans le même sens. Oui, est-ce qu'étudier le fond diffus cosmologique, par exemple, permettrait de comprendre la structure actuelle de l'univers? Oui, c'est un des sources qu'on utilise pour mesurer les différents paramètres cosmologiques. Ouais, ouais. On utilise ça beaucoup. Ouais. T'arrives les questions du public. C'est bien. Une dernière pour Carlos. Une question terre. Combien Oui, c'est OK. Le coût, c'est très, très bon. Cet écran, c'est 9 milliards de dollars, en fait, ouais, à la fin. C'est le télescope le plus cher qu'on avait jamais construit. Et la plupart, c'est de la NASA, des États-Unis. Et puis, c'est aussi le Canadian Space Agency, le Canada, et puis ESA, le European Space Agency. Alors, c'est un projet ensemble, mais la plupart du coup, c'était aux États-Unis. Juste encore quelques mots. Voilà, vous avez 6 jours aujourd'hui, c'est pas terminé. Les activités de la Société vaudoise actuelle continuent avec le 15 juin une activité duo spéciale technologie photovoltaïque avec une visite guidée du parc solaire de l'EPFL. Ici, c'est libre et ouvert à toutes et tous, sauf que le nombre de places est fortement limité. Donc, on est obligé d'avoir des préinscriptions. Mais le site de la NSMA est ouvert. Vous pouvez vous inscrire dès à présent. Et puis, suite à cette visite qui durera à peu près 1 heure, eh bien, on aura également une conférence sur le site de l'EPFL de la doctoresse Aïcha Esther-Vizer, justement sur les panneaux solaires eux-mêmes. Et puis, voilà, c'est en train de se mettre en place un vendredi fin août, début septembre, une visite de la station météo de Bayern avec lancement de ballons météo. Donc voilà, là aussi, si ça vous intéresse, ça sera également sur inscription parce qu'on a de nouveau des places qui sont limitées. Sinon, voilà, un grand merci à tous les sponsors et nos partenaires qui nous soutiennent. Un grand merci à vous.
Merci beaucoup à Pascal pour cette super conférence et puis son endurance pour répondre à toutes ces questions. Bravo encore à toutes les lauréates et tous les lauréats du prix SBSN. Si on peut juste prendre 3 minutes pour faire une photo à l'extérieur, c'est très volontiers. Et puis sinon, à très bientôt. Merci. Ici, on a des cartons d'adhésion pour celles et ceux qui sont encore membres de la SBSN. Et puis, les programmes du mois de juillet, du mois de juin de la SBSN et de sociétés organiques. Merci.